Aujourd'hui, nous aurons la tête dans les étoiles. Fly me to the moon, let me play among the stars. Vous dansez? Je préfère voler. Tout là-haut, là-haut? Oui. Bon, on y va. Bonjour à vous. Si vous nous rejoignez pour cette seconde partie de Via Nova au sommaire, ma chère Caroline. La conquête spatiale, on prend de la hauteur avec nos invités à travers un documentaire et une soirée forcément stellaire. On en parle dans quelques instants. Oui, et en troisième partie, nous parlerons du Festival de la bande dessinée d'Ajaccio, la 16e édition. Nous recevrons la présidente, nous recevrons un auteur. Enfin, on va faire quelque chose d'exceptionnel. Vous allez voir, ça va être sympa. Mais avant ça? Et avant ça, avant ça, oui, déjà, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Avec l'hashtag Via Nova et nous poser toutes vos questions. Mais avant ça, comme chaque jour, c'est la revue de presse. Marie-Joarie. Oui. Comment il était ce financier, Marie-Jo? Il était délicieux. On vous a vu là, il était délicieux. Ah oui, je l'ai mangé en entier. Vous n'avez même pas laissé un petit morceau? Ah si, je vous en ai laissé plein. C'est vrai? Pour tout le monde. Mais j'ai pas vu, moi. Toute l'équipe. Même pas vu la couleur du truc. Elle est très généreuse, Elodie. Il y en avait plein. Bon, on va parler art aujourd'hui. Oui, beaucoup. Il y a une information culturelle, beaucoup d'informations culturelles. Vous savez que ça me touche particulièrement, la culture. Donc j'y vais, je me lance. Et je commence avec Le Monde. Bon, c'est vrai que Le Monde consacre ça à la réforme des programmes dont on a parlé hier, la réforme des programmes scolaires. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était ce petit titre sur le côté, Art africain, le débat sur le retour des œuvres pillées. Exact. Voilà, ça c'est très intéressant. Il s'agit en fait d'un rapport qui a été demandé par Emmanuel Macron sur la restitution des œuvres d'art aux pays d'Afrique subsaharienne. Et ce rapport doit être rendu demain. Alors Libération mettait ce sujet-là à sa une hier, avec ce titre accusateur aussi, regardez, l'art africain spolié, l'heure du retour. Et le quotidien nous expliquait qu'un an après la promesse de Macron à Ouagadougou, un rapport donc Libé a consulté propose des modalités de restitution des œuvres accaparées par la France pendant la colonisation. Alors le quotidien nous explique que le problème de l'Afrique subsaharienne, c'est qu'en fait 85 à 90% de son patrimoine artistique est aujourd'hui hors de son continent. Voilà, c'est pas pareil avec les œuvres qu'on peut avoir par exemple italiennes, ça n'a rien à voir. Non. La France possède à elle seule environ 90 000 œuvres d'art africains et le seul musée du Quai Branly en possède 70 000. Quand même énorme. Et comme une grande partie de ces œuvres est entrée dans les collections françaises entre 1885 et 1960, on est bien dans un rapport colonisateur-colonisé qui rend tout ça tout à fait inéquitable. Alors ce sujet, il est aussi développé par l'Humanité, avec un ton tout aussi accusateur. Vous voyez, œuvres pillées, le rapport qui demande leur restitution au pays africain, c'est ici. Ouais. Et l'Humanité explique que le Bénin avait déjà officiellement demandé la restitution du trésor royal d'Abomey qui avait été pillé en 1892. Mais l'Élysée, sous la présidence de François Hollande, avait répondu que non, c'était un don totalement volontaire du roi du Dahomey au conquérant. Alors un don volontaire quand même de son trône, de son sceptre, des statues de son père, de son grand-père. Bon, ça paraît un peu énorme quand même. Mais le quotidien rappelle aussi que le processus donc de restitution se heurte aux lois françaises qui rendent toutes les collections qui appartiennent au patrimoine français inaliénables. Alors ça, c'est une loi qui est très intéressante parce qu'elle permet d'éviter la tentation de la vente des objets, c'est une évidence, mais du coup, ça rend les restitutions extrêmement difficiles, voire impossibles. Alors du coup, la France, comment gère-t-elle ça ? Ça va être très très difficile et d'ailleurs la Croix s'interroge aussi sur les objets qui sont restituables et ceux qui ne le sont pas, parce qu'il y a deux catégories. Et puis aussi bien sûr sur leur avenir, parce qu'il y a des réticences des deux côtés. Et ils interrogent par exemple un artiste béninois qui s'appelle Romuald Azoumé et qui lui y voit une fausse bonne idée. Cet artiste en fait s'inquiète du mauvais état des infrastructures béninoises et de l'instabilité politique du pays. Il dit en fait dans 3 ans il y aura des élections présidentielles au Bénin. Et quelle sera la position du gouvernement sur cette question ? Les œuvres restituées seront-elles respectées? Donc il s'en inquiète évidemment. C'est la même crainte pour le conservateur du musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren en Belgique, qui donne l'exemple d'une restitution de 114 objets à l'époque au Zaïre. C'était sous Mobutu. Et en fait, sur ces 114 œuvres, il en reste 21. Les autres ont été vendues par le gouvernement. Bon, on reste dans les polémiques de l'art. Oui, avec le Figaro et l'exposition Léonard de Vinci, je vous en parlais tout à l'heure. Léonard de Vinci au Louvre, exactement, il y en a-t-il là. Enjeu d'un bras de fer entre la France et l'Italie. Mais que se passe-t-il? Eh bien, en fait, le musée du Louvre doit célébrer en 2019 le 500e anniversaire de la mort du peintre. Et la nouvelle sous-secrétaire d'État à la culture du gouvernement italien a annoncé vouloir renégocier tous les prêts des tableaux conservés dans les musées italiens.
Et ça, évidemment, malgré un accord qui avait déjà été signé en 2017, puisqu'une exposition de ce genre, ça se prépare quand même des mois et des années en avance. Alors encore une info artistique, mais beaucoup plus pop. Oui, c'est le Parisien qui nous la donne. Regardez, c'est ici, dans ce petit coin, Michael Jackson raconté par l'art contemporain. Ah oui, c'est intéressant. Le grand sujet aussi est très intéressant sur l'absentéisme. Mais là, ça vous intéressait parce que c'était aussi dans notre propos du jour. Michael Jackson on the Wall, c'est le titre de l'exposition qui a été conçue par la National Portrait Gallery de Londres. Et elle célèbre donc cette star de la pop disparue en 2009, donc finalement bientôt 10 ans déjà. 121 œuvres sont réunies au Grand Palais dès demain et jusqu'au 14 février. C'est déjà 10 ans, là? Ça fait déjà 10 ans. Mais c'est dingue. Bon. 500 ans pour Léonard de Vinci. 500 ans. 500 oui, ans. aussi. 500 ans pour Léonard de Vinci et 10 ans pour Michael Jackson. Deux stars. Allez, on termine avec Corse Matin. Ah oui, rien à voir avec la une de Corse Matin. Pas d'art du tout, mais un retour sur l'après-tempête Adriane et une bonne nouvelle. On apprend que 47 communes vont être déclarées en état de catastrophe naturelle. Il faut encore attendre la publication, vous savez, de l'arrêté interministériel publié au journal officiel. Mais les choses avancent plutôt sur la bonne voie pour tous les sinistrés. Merci beaucoup, Marie-Jo. On vous retrouve dans quelques instants pour le débat. Je vous accompagne dans les étoiles. Ah, très bien. Avec Thomas Pesquet. Oui, bien sûr. Ah, pas mal. Très bien. Vous êtes très bien accompagné alors. Merci. Laurent Vital, vous êtes penché sur les chiffres qui sont tombés, des audiences radio. C'était les chiffres médias de cette dernière semaine. Alors, c'était très attendu. Et, alors, vous savez qu'il paraît souvent que audience et services publics ne font pas bon ménage. Il paraît aussi que les radios musicales sont plus écoutées que les radios généralistes. Enfin, en tout cas, je sais tout ça grâce à un sondage que j'ai moi-même réalisé. Un panel représentatif scientifiquement tout à fait, qualifié, mon fils de 16 ans. Oui, d'accord. Bon alors, sérieusement, si les audiences télé tombent, vous le savez, hein, tous les matins grâce à Médiamétrie, sauf pour la Corse, mais un jour j'expliquerai pourquoi. Pour les radios, c'est un sondage tous les 3 mois, alors forcément les chiffres sont très attendus, surtout après la rentrée, entre septembre et décembre. Et bien, ils sont tombés il y a quelques jours, mais moi le premier chiffre, avant de parler qui a gagné, qui a perdu, le premier chiffre moi, qui m'a un petit peu interpellé, c'est 318 000 auditeurs de moins qui écoutent la radio en général. Hein. Ils sont quand même tout de même 42,67 millions de fidèles, mais c'est un petit signe sur l'évolution de la consommation des médias et de la musique. C'est à cause de l'essence, ça. On ne prend plus la voiture, on n'écoute plus la radio. C'est le 7e sens, en fait. Ben oui. Oui. L'essence augmente tous les jours. Poursuivons, messieurs. Oui, on va continuer. Je vous laisse, Florian. Vous voulez savoir qui a gagné? Oui. Il y a presque 3 gagnants. Je dis presque parce que si RTL reste en tête des audiences nationales, en réunissant chaque jour 6,42 millions d'auditeurs, elle en a tout de même perdu 77 000 en un an. Ah oui. Et donc, France Inter est le réel gagnant, toujours à la seconde place avec 6,26 millions de paires d'oreilles, mais elle a 260 000 auditeurs de plus que l'année dernière. L'autre grand gagnant, c'est Nostalgie, avec ses 275 000 auditeurs supplémentaires, et qui passe, attention, là c'est le gadin de l'année, devant Europe 1, qui bascule à la 8e place et qui enregistre sa pire vague historique depuis le début de cette radio, malgré une grille qui a totalement été repensée à la rentrée, avec notamment l'arrivée de Nikos Aliagas pour la matinale. Alors du coup, le service public, elle va en poupe. Eh bien oui, France Inter donc à la 2e place, mais aussi la première matinale, le 7-9, c'est un peu le prime time à la radio, avec 1 900 000 auditeurs, donc le duo de Morand-Salamé fonctionne très bien, ils ont le journal le plus écouté de France, les humoristes les plus écoutés de France. France Info, autre service public, est devant RMC, qui est au pied du podium. Juste dernière Énergie, 3e radio de France et première des radios musicales. Et puis il y a l'autre chiffre aussi que je vais retenir, parce que ça aussi c'est pour le service public. C'est France Culture. France Culture qui a réalisé sa meilleure audience historique grâce à 319 000 auditeurs supplémentaires, portant ainsi à 1 500 000 le nombre de ses fidèles. Donc, comme le disait un sage, de Chine ou de Sentier, ça je ne sais plus, si tu fais dans la qualité, ton public tu vas trouver. Ce sera la phrase du jour, mon cher Laurent. Et puis j'essaierai de trouver les chiffres pour la Corse très prochainement. Très bien. C'est très intéressant ça, oui. Oui. Merci beaucoup Laurent, à la semaine prochaine. Avec plaisir. Pour une nouvelle chronique média. Merci. Merci Allez, Laurent. salut. Il est 12h34, c'est l'heure du débat de Viano.
Alors 2018 aura été spatial. Le centre guyanais de Kourou a fêté ses 50 ans en avril, quelques mois avant d'assurer le 100e lancement réussi d'une fusée Ariane 5. Du côté des États-Unis, on ne chôme pas non plus puisque le président Donald Trump ainsi que la NASA ont réaffirmé la volonté américaine de retourner sur la Lune. Et la Corse dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, des passionnés professionnels ou amateurs organisent régulièrement des événements pour nous aider à comprendre les enjeux de cette autre dimension. Et pour en parler aujourd'hui, nous accueillons Lucien Louchen, président du club ajaccien des amateurs d'astronomie. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Pierre Roux, ingénieur et ancien des équipes opérationnelles du centre de Kourou. Bonjour. Bonjour. Et Marie-Jo qui nous a rejoint, évidemment. Alors, une question, messieurs, pour les spécialistes que vous êtes. Peut-on dire qu'après quelques années de sommeil relatif, la conquête spatiale est de nouveau d'actualité, ou du moins de nouveau sous les projecteurs? Qui commence? Jean-Pierre? Oui. D'abord, la conquête de l'espace n'a jamais cessé. Oui. Et probablement qu'il y a eu, une fois que la Lune a été atteinte, il y a eu un petit peu de ralentissement. Mais il y a une chose qui n'a jamais cessé, en tout cas. C'est le besoin que nous avons d'aller plus loin. Tout à l'heure, vous allez me demander à quoi ça sert d'aller sur Mars. Je vous répondrai, je ne sais pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est l'aboutissement de recherche, de rêve, qui est indispensable. Je me souviens d'un de mes directeurs qui me disait, le jour où vous ne rêvez plus, je vous vire. Ah. J'ai passé mon temps à rêver, ça m'a bien servi. C'est un paramètre essentiel. Voilà. Donc c'est vrai. On est passé par la Lune, mais avant la Lune, on est passé par les premiers objets, les premiers satellites autour de la Terre, Spoutnik. Je suis de la génération Spoutnik, j'avais 18 ans en 1957. Voilà. Et j'ai rêvé, quand j'ai entendu sur le poste de radio de ma grand-mère le bip qui était mélangé à un bruit de fond pas possible, je me suis dit, eh ben moi je veux être comme les gens qui ont vécu ça, je veux continuer là-dessus. Là, on a vu sur les images le 100e lancement de la fusée, c'était en septembre dernier. Ouais. Comment se situe la France dans le ballet des nations spatiales? Alors, j'avais envie de dire au premier plan. Elle a pendant très longtemps, en particulier au moment d'Ariane 4, et au début sur le début d'Ariane 5, elle a été au premier plan en matière de sécurité, d'économie et de précision de mise en orbite. Puisque Kourou, alors le port spatial de l'Europe, c'est bien sûr la base spatiale de Kourou, mais son grand titre, c'est le port spatial de l'Europe. Kourou est à 4 degrés nord au-dessus de l'équateur, donc pratiquement sur l'équateur, et l'équateur est le point de positionnement des satellites, les commerciaux en particulier, le plus important. Les Américains se trouvent, eux, à quelques 20 degrés nord, les Russes se trouvent à plus de 40 degrés, donc ça leur coûte extrêmement cher de rejoindre l'équateur. Il y a cet avantage géographique là pour la France. Il y a cet avantage géographique énorme, qui fait que ce que nous dépensons pas en carburant, on le gagne en matériel, Oui, ça permet de réorienter les budgets et les crédits, en tout cas. Bon. Alors, si vous le voulez bien, Lucien, on revient en Corse. Vous êtes féru d'astronomie et vous organisez régulièrement des soirées d'observation de la voûte céleste. Alors, que pouvons-nous voir, que nous dit le ciel de Corse? Le ciel de Corse, il nous dit beaucoup de choses. D'abord, il nous parle de l'Antiquité, puisque toutes les légendes, les mythologies sont écrites, là, sont gravées dans le ciel, ce qui nous donne d'ailleurs la possibilité d'organiser des soirées contes pour un petit peu expliquer au public pourquoi il y a Hercule, pourquoi il y a la Grande Ourse, pourquoi il y a 2 ours dans le ciel. Quelle drôle d'idée d'aller mettre... Donc tout ça, c'est expliqué par la mythologie. Ça nous permet de rêver, comme le disait très justement Jean-Pierre. Ça nous permet aussi de pouvoir ouvrir une petite fenêtre sur un espace, sur l'univers, qui, pour beaucoup de gens, semble inaccessible, mais qui, pour certains, fait peur. Alors ça nous permet, avec des mots relativement simples,
un peu de mythologie, un peu de poésie. Victor Hugo disait « Chaque pointe un astre et chaque astre un soleil ». Comment mieux définir que ce que dit Victor Hugo? Nos grands hommes se sont déjà formidablement bien exprimés sur le sujet. Et ça nous permet à ce moment-là d'ouvrir une petite fenêtre sur ce qui fait peur à beaucoup de gens. Et on arrive, en voyageant d'étoile en étoile, de constellation en constellation, à leur faire un peu apprivoiser le ciel. Alors comment vous les guidez lors de ces soirées d'observation? Eh bien, le point de départ, je dirais presque tout naturel, c'est l'étoile polaire. Et autour de l'étoile polaire, eh bien, en cercle concentrique, de plus en plus éloigné de la polaire, on visite le ciel. Donc ça passe par les ours, par Andromède, par Cassiopée, par Céphée, voilà, Persée, l'amoureux d'Andromède, Persée qui tua la gorgone Méduse, etc., etc. Voilà. Donc voilà ce que nous essayons d'expliquer aux gens par le rêve, par la mythologie et par la poésie. Mais du coup, qu'est-ce qui fait peur? Ce qui fait peur aux gens, c'est l'immensité de cette profondeur de l'univers. La profondeur, et puis le fait, peut-être, de ne pas savoir. Or, nous, avec notre langage, disons, de vulgarisation, on essaye de rendre l'univers, d'abord le ciel, après l'univers, de le rendre accessible à l'esprit. Mais, vous savez, c'est compliqué de le rendre. Il y a des choses qui sont extrêmement difficiles à comprendre, même pour nous, astronomes. Alors, on essaye de comprendre avec des mots simples, mais quand on nous demande le Big Bang, par exemple, eh bien, on est bien obligé de dire, ou qu'est-ce que l'univers? On est bien obligé de dire que le Big Bang a eu lieu partout et nulle part, que l'univers est une sphère infinie, dont le centre est partout, la circonférence nulle part. Débrouillez-vous avec ça. Donc on essaye de... Vous voyez, mais c'est la vérité absolue. C'est pas simplement une citation de Pascal. Non, mais c'est la vérité absolue. Voilà, le centre est partout, la circonférence nulle part. Oui, ça touche à la philosophie. Alors, d'étoile en étoile, de constellation en constellation, on essaye de l'apprivoiser, de le rendre un peu accessible au public. Et en particulier aussi aux enfants et aux scolaires. Alors, je suppose que la Lune est en bonne place dans ce programme d'observation. Et à ce propos, le 20 juillet prochain, nous fêterons les 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune. Alors, Jean-Pierre Roux, est-il vrai que nous ne saurions plus y retourner aujourd'hui? La question, je vais la couper en deux. On peut y retourner. Techniquement, mathématiquement, tous les moyens sont pas disponibles. Tous les moyens sont connus et existent. Et peuvent exister très rapidement. Après, il y a une volonté. Il y a une volonté politique. Il faut trouver des sous. Lorsque les Américains ont envoyé l'équipage d'Apollo 11 sur la Lune, ça faisait suite à un discours du président Kennedy qui avait été extrêmement fédérateur au niveau américain. Et Dieu sait s'il est facile et aisé pour les Américains de s'unir quand il s'agit de faire quelque chose. Eh bien, la décision qui a été prise par le président Kennedy, c'était de dire que dans 10 ans après son discours, il fallait qu'on puisse aller sur la Lune. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, à quoi servirait un nouveau voyage vers la Lune? Alors Kennedy, il y avait un enjeu politique et militaire en plein contexte de guerre froide. Il fallait se repositionner par rapport aux Soviétiques qui avaient déjà envoyé un homme sur la Terre, une femme, la première femme, Valentina Tereshkova, quand même, qui a passé 4 jours, a battu tous les records humains de l'époque. Dans une capsule qui était grande, quand même une demi-Twingo, quand même. Hein. Ah oui, ça fait pas beaucoup. Ça fait une pour citer une autre marque. Donc la Lune, oui, la Lune est en train d'être regardée maintenant comme une étape, comme une marche pour aller vers Mars et peut-être ailleurs. Ce sera comme un point de ravitaillement. Un point de ravitaillement, un point de rassemblement, un point d'assemblage, un point de repère. Oui, de repère. Encore que Mars, que nous voyons tous les soirs avec mon ami Lucien, on voit parfaitement bien au club d'astronomie tous les soirs, pas très loin de la Lune en ce moment, et qui reste un objet mythique. Voilà. Alors effectivement, ça pourra être une étape pour aller sur Mars, mais c'est pas de mal à veille. On sait, tous les modèles mathématiques le prouvent, on sait aller sur Mars, on sait même aller très très loin.
puisqu'on a quand même des sondes qui sont en train de sortir de l'influence du Soleil, de quitter l'influence du Soleil. Est-ce qu'il est vrai que lundi 26, il y aura un atterrissage sur Mars qui est prévu? Vous êtes informé? Je ne suis pas au courant de ça, lundi 26. J'ai pas eu l'impression qu'il y a eu une sonde qui était lancée. Parce que pour... Écoutez, moi j'ai pris mes billets. On sait de quoi on parle. Non, évidemment pas d'humain, mais un nouveau module. Un nouveau module qui serait lancé ou qui atterrirait? Qui atterrirait le 26. Écoutez, je n'ai pas connaissance de cette information. J'ai vu le petit clip sur le site du centre de Kourou. Le centre de Kourou. On va voir les images. Très bien. Pour continuer sur Mars, est-ce que c'est le Graal, Mars? Non. Il y a autre chose après. D'accord. C'est encore une étape. Oui, c'est une étape. Une fois qu'on sera sur Mars et qu'on aura compris comment y aller, comment faire vivre des hommes et des femmes pendant un certain nombre de mois en circuit extrêmement fermé. Il faut 6 mois pour aller sur Mars, il faut au moins 6 mois pour rentabiliser, 6 mois, 1 an sur place, et puis revenir. Ça veut dire que quand on part sur Mars, on part avec la certitude qu'on va revenir, mais on part aussi avec tout ce qu'il faut pendant 2 ans ou pendant 1 an et demi. Après 7 ans de travail. Pour vivre. L'eau, l'oxygène, la nourriture, les déchets, la vie en commun. Oui. La vie en commun. C'est ça qui sera le plus dur. Quand on aura résolu ça, quand on sera transformé en robot complet, à ce moment-là, on pourra... Voilà, et on voit les images qui passent du petit clip du centre. Le voyageur Mars, il faut relever des défis absolument considérables. Considérables. Parce que il y a tout un... Alors, on ne peut pas rester sur ce qu'on a connu. Les lanceurs de l'époque ne sont plus suffisamment puissants. Pour aller vers Mars, il faudrait quasiment envoyer 500 tonnes. Il n'y a pas ce genre de choses. Donc, il y a tout un tas de programmes qui sont prévus, de solutions qui sont proposées. Mais les défis, c'est de décoller de la Terre avec des masses suffisamment importantes, de faire le voyage, d'atterrir sur Mars, de redécoller de Mars, de rentrer sur la Terre pour après, qui semblait peut-être la partie la plus facile, à nouveau atterrir sur Terre. Et chacune de ces étapes doit relever des défis considérables, considérables. D'autant que, alors je rejoins un petit peu ce que disait Jean-Pierre, le voyage vers Mars. Mais une fois qu'on aura vu Mars, une fois qu'on se sera posé sur Mars, où allons-nous aller? Parce que le voyage vers Mars et le voyage, les sondes en général, il faut considérer 2 aspects. Le robot, qui peut aller au fin fond du système solaire, et l'humain. L'humain ne pourra pas aller, parce qu'au-delà de Mars, il y a Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Ce sont des planètes gazeuses. On ne peut pas s'y poser. Donc Mars, dans le système solaire, pour un humain, c'est le bout du voyage. Alors, on ne sait pas encore où l'humain ira après Mars. En tout cas, samedi, il pourra aller à 21h à l'Ellipse. Ça, c'est bien, à Ajaccio, où on diffusera 16 levées de soleil, un documentaire réalisé par Pierre-Emmanuel Le Goff sur la mission de Thomas Pesquet à bord de la Station spatiale internationale. Marie-Jo, vous êtes intéressée aux spationautes français? Oui, tout à fait, parce que là, vous voyez, vous regardez les étoiles de la Terre, et là, on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui avait un beau regard, qui a regardé la Terre vue du ciel, et c'était vraiment tout à fait passionnant. Alors Thomas Pesquet, il a fait son périple donc à 400-450 km au-dessus de la Terre, et il a, pendant ces 6 mois qu'il a passé dans la station internationale, il a posé son regard donc sur la planète, mais un regard qui est à la fois informatif et à la fois esthétique. Alors quand il est descendu, il a d'abord fait don de 100 photos à Reporters sans frontières, qui est pour créer donc les fameux albums de RSF, qui sont donc destinés évidemment à sauver les journalistes et à sauver surtout la liberté de parole. Et voilà, donc c'était tout à fait intéressant de voir cet album. Mais ce qui est intéressant, c'est donc de voir qu'il a décollé le 17 novembre 2016, donc ça fait pas longtemps qu'on a fêté cet anniversaire, et que cette station spatiale, elle est quand même lancée à la vitesse de 28 000 km/h. D'où le titre d'ailleurs du documentaire. Il y a 16 levées de soleil par jour pour les gens qui sont dans cette station spatiale, en fait. C'est assez passionnant. C'est magnifique, hein? C'est fantastique. C'est quand même super. C'est ça, avec cette... 16 levées, 16 cycles aujourd'hui. Du coup, ça vous fait voir la Terre sous des angles inattendus, évidemment. Et puis, ces photos qu'il a fait, donc, vues de la station, elles sont sans horizon, vous savez, très abstraites, un petit peu comme nous avait donné Yann Arthus Bertrand, qui, à mon avis, aurait beaucoup aimé être à la place de Thomas Pesquet, c'est une évidence. Et voilà.
voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très très intéressant. Alors il a survolé évidemment il a vu toute la planète. Et il a survolé aussi notre île à un moment, et forcément. Et il avait posté une photo qu'on va voir dans un petit instant qu'il a mis sur son compte Twitter. Voilà, tout content de voir la Sardaigne et la Corse comme ça. Alors ce qu'il faut retenir, c'est donc l'album de RSF Sublime avec ses 100 photos qu'il a données et qu'il faut acheter parce que bien sûr c'est au profit des journalistes et de la liberté d'expression. Et puis aussi son regard sur cette planète que finalement, vu de très haut, on sent beaucoup plus fragile que quand on est les pieds sur terre. Quand on voit l'épaisseur de l'atmosphère, toute petite, ça fait 2 mm sur une photo, ça fait 200 km en réalité, mais c'est d'une fragilité voilà, impressionnante. Il faut entendre à l'infini de l'atmosphère, oui. Voilà, la fameuse couche d'ozone, etc. C'était voilà, très important. Et puis on rappelle que le 16 lever de soleil est produit par la 25e heure, donc qui est quand même lié à la Corse par la productrice Natacha Delmont Casanova. Voilà. Quels sont les enjeux de la conquête spatiale? Finalement, à quoi ça sert tout ça? On rigolait, hein. Voilà, un téléphone. Mon téléphone. Un téléphone. Qui est sur mode avion, j'espère. Je ne veux pas du tout faire de pub pour le téléphone portable, puisqu'on demande systématiquement. Mais tout ce qui passe par la recherche spatiale passe obligatoirement par un niveau de qualité et de recherche des matériaux. On n'enverra pas, là où il y a des hommes, du matériel qui risque de tomber en panne, de fuser, d'être... bon. Et naturellement, les industriels veulent rentabiliser ce qui est dépensé pour la recherche spatiale, ou la recherche scientifique en général. Et pour conclure, Jean-Pierre, je suis désolée. Au profit de ce qui vous sert tous les jours. Allez, voilà. on rappelle quand même les rendez-vous. Voilà, on rappelle que demain soir, demain soir, vendredi 23 novembre, la soirée hebdomadaire d'observation à Vignoles, avec Lucien ici présent. Et ce samedi 24 novembre à 21h à l'Ellipse, la projection de 16 levées de soleil de Pierre-Emmanuel Le Goff. Une projection qui sera suivie d'un débat très intéressant. Donc allez-y, c'est plutôt sympa. On va découvrir plein de choses de ce qui se passe dans l'espace. Allez, nous, on va vous remercier. Merci messieurs, merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans un instant pour la troisième partie de l'émission. On va parler du Festival de la BD à Ajaccio. À tout de suite.